Commençons tout d'abord par poser le contexte des villes, et parlons de la thématique de la ville créative selon Florida. Aujourd'hui, les enjeux qui portent sur les villes sont assez importants. Pour attirer plus de monde en son sein, chaque ville tente de faire mieux que sa voisine. Cette stratégie de ville créative est donc basée sur des notions de compétitivité et d'attractivité majeures. La classe visée dans cette dynamique de relance économique est la classe créative. Mais c'est quoi la classe créative? Eh bien, nous pouvons décrire la classe créative comme un groupe cultivé, en quête d'innovation et travaillant sur base d'expérimentation. C'est pourquoi notre ami Richard Florida les décrit avec la règle des 3 T. Talent, technologie, tolérance. L'approche créative recouvre une large gamme d'activités et de professions à la croisée des arts, du commerce et de la technologie. Ces activités et professions trouvent leur origine dans la créativité individuelle, le savoir-faire et le talent. Dès lors, cette nouvelle classe sociale est censée développer une économie créative basée sur des enjeux de proximité et de mise en réseau des industries créatives et d'innovation. Mais tout n'est pas rose dans la ville créative. Gardez votre sang-froid, monsieur Florida. Passons à notre critique. L'approche développée par Florida est principalement axée sur la culture. Mais cette culture, institutionnalisée, conduit à la création d'équipements culturels d'envergure et fait fuir les créatifs off au profit d'artistes plus reconnus. Elle n'est donc pas inclusive. En effet, cette culture institutionnalisée n'inclut pas tous les habitants et met en place une gentrification. Et ce n'est pas tout. Le concept de ville créative de Florida est surtout pensé pour le territoire américain. Or, en Europe, les villes sont plus chargées en histoire. On ne peut donc pas mettre en place cette stratégie comme une recette, elle doit être ancrée dans le territoire. Ce que nous retenons, c'est que la ville créative se base sur les talents et les connaissances des individus. Mais la culture ne pouvant pas être le seul levier de développement, il est important de mener des projets de ville basés sur les potentiels des territoires mêmes pour que les villes soient plus inclusives. En plus d'être attractives, les villes doivent intégrer d'autres préoccupations telles que les transitions sociales, économiques, écologiques. Voici quelques exemples. Le vieillissement de la population, la société touchée par le jeunisme, la sédentarisation, l'individualisme, la raréfaction des ressources, les enjeux climatiques, l'accueil des réfugiés climatiques politiques, l'augmentation d'inégalités sociales. Comment se positionne Mons, me demanderez-vous? Mons, avec Mons 2015, capitale européenne de la culture, a déjà bien développé sa stratégie de ville créative axée sur la culture. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Voyons plus grand, plus créatif. La stratégie que nous souhaitons développer maintenant est une ville créative axée sur les qualités intrinsèques du territoire montois comme source d'attractivité et de développement. Le but est de créer une ville pionnière avec une image de marque qui lui donnera une visibilité considérable parmi les villes du XXIe siècle. Pour répondre aux enjeux expliqués précédemment et rendre la ville de Mons attractive, nous avons eu 2 approches différentes. L'une basée principalement sur le potentiel paysager et l'autre sur le potentiel productif et humain. C'est au travers d'une approche paysagère que la première équipe a étudié le biotope, c'est-à-dire les différents milieux de vie montois. Elle a constaté que les transitions sociales, économiques et écologiques, déjà en cours aujourd'hui et qui se profilent à l'avenir, amèneront les populations à se rapprocher des centres et à vivre majoritairement en ville. Or, tout le monde n'est pas citadin, et tout le monde n'est pas prêt à vivre dans les cœurs de ville. Mons a le potentiel de devenir une ville plus sereine et plus accueillante grâce à son territoire situé entre ville et campagne. Ville, car c'est une ville moyenne d'environ 32 000 habitants qui possède des services et des programmations qui sont attractives, sa propre université, son centre hospitalier régional, etc. Campagne, car c'est une ville qui, comme beaucoup de villes moyenâgeuses en Wallonie, a préservé sa structure en couronne et des poches de nature à proximité de son centre dense. Une diversité de milieux paysagers sont présents. L'eau, avec le grand large, le canal et les cours d'eau. Les bois, dont celui de Glun, d'Avray, le mont Panizel, etc. Ainsi que les milieux issus de l'exploitation des ressources du sol, tels que les terris et les carrières. En élaborant une stratégie,
Mons pourra améliorer son territoire et anticiper les évolutions à venir. Elle pourra mettre en place une migration positive par l'installation d'une population citoyenne et éco-responsable. La deuxième équipe, avec une approche humaine et productive, a observé l'apparition de 3 territoires différents qui s'articulent autour du centre. Territoires que nous avons assimilés à des biotopes faisant partie d'un écosystème commun, la commune de Mons. Les voici. Tout d'abord, le borinage, territoire dense, caractérisé par la désindustrialisation avec des corons, des terris et des friches. Ensuite vient le paysage rural, peu dense, qui lui est caractérisé par la présence de nombreuses zones agricoles et de biodiversité. Et enfin, un territoire d'entre-deux, qui mixe zone d'habitat, zone industrielle et zone paysagère. Ces biotopes sont caractérisés par leur paysage, mais également par leur patrimoine bâti. Certains bâtiments sont notamment classés au patrimoine UNESCO et d'autres font la caractéristique de certains villages. Chaque biotope est caractérisé par une biocénose, constituée par un ensemble d'êtres vivants. Ce qui signifie qu'elle n'inclut pas que les citoyens, mais également la faune et la flore. Les biotopes fonctionnent grâce à une certaine biomasse, c'est-à-dire les productions de leur biocénose. En effet, cette biocénose engendre des déficits et des excédents de matière. Quelles sont-elles? Il y a la production intellectuelle, à savoir, l'UMONS est la première université belge en matière de chimie et de sciences des matériaux. À l'échelle communale, le borinage dispense également des formations techniques et qualifiantes. Il y a aussi la production économique. La ville de Mons est riche en parcs d'activités qui développent des filières innovantes, notamment dans les domaines du recyclage, des matériaux, ainsi que des entreprises de big data et de recherche. N'oublions pas la production culturelle. La ville de Mons a développé de nombreuses infrastructures culturelles en centre-ville, représentées par son pôle muséal. Ce pôle est complété par d'autres infrastructures culturelles dans l'ensemble du territoire, abordant par exemple la nature et l'artisanat. Il y a la production de loisirs et de sport. La ville de Mons possède des atouts en matière de sport de haut niveau, de sport nautique, mais également en matière de loisirs orientés vers la découverte de la nature. Mais ce n'est pas tout. Il y a la production agricole. Une grande partie de la commune, surtout au sud-est, est exploitée pour les productions agricoles variées. Certaines cultures ont même fait la renommée de village. La nature du sol et le relief offrent également des possibilités de production spécifiques comme le champagne. Santé. Et pour terminer, la production énergétique. La commune regorge d'infrastructures qui mettent en avant les énergies renouvelables, comme par exemple les éoliennes, la centrale de biométhanisation ou les capacités géothermiques de l'ouest de la commune. Ça, c'est du potentiel. Et grâce à cela, nous avons pu établir des liens entre ces différentes potentialités et définir une identité commune à certaines zones. Toutes ces identités pourront dès lors entrer dans les principes d'une économie circulaire. Une zone est orientée vers la production industrielle, une autre vers la production agricole. 2 territoires ont une identité marquée par la formation et l'artisanat. Une zone possède des potentialités en matière de valorisation des ressources et de recyclage. Le territoire que nous appellerons Mons 2 est aussi caractérisé par la valorisation des ressources ainsi que par la recherche scientifique. Enfin, l'axe allant du nord-est au sud offre des possibilités en matière de sensibilisation et de découverte du patrimoine et de la nature. Une question nous brûle encore les lèvres. Comment allons-nous rendre Mons encore plus créative? Combinons nos 2 approches, voulez-vous? Mons formerait dès lors un écosystème. D'une part caractérisé par la diversité des paysages, biotopes, d'autre part caractérisé par la production humaine, la biomasse produite par la biocénose. Vous voyez où nous voulons en venir? Notre volonté est de pérenniser cet écosystème dont les hommes ont la responsabilité. Il est donc important de renforcer cet écosystème en élaborant un projet de territoire stratégique sur le long terme pour répondre aux crises actuelles et se préparer à celles du futur. Nous anticipons ce que la ville devrait être. Mons deviendrait une ville pionnière en matière de résilience. C'est ce qui la rend créative. Mais comment élaborer une ville résiliente? Notre projet de territoire a l'ambition de développer un territoire serein et stimulant, un milieu propice à la création qui associe bien-être et envie d'entreprendre. C'est pourquoi nous nous basons sur différents concepts. Selon le concept de Jérémy Dany, une ville résiliente doit être une ville reliante.
Face à une société qui tend vers l'individualisme, la ville reliante encourage les citoyens de toutes les classes sociales et d'âge à créer du lien. Elle ne retisse pas uniquement des liens sociaux, elle recrée les liens entre les quartiers, le paysage, la nature, la production, elle lie le passé et l'avenir. C'est pourquoi notre stratégie sera axée sur la création de synergies entre les ressources locales, qu'elles soient matérielles en lien avec la production ou humaines en lien avec la citoyenneté. Alberto Magnaghi va plus loin dans cette approche. Pour lui, c'est l'équilibre durable de la relation entre habitants-producteurs et territoire qui se veut être l'aboutissement d'une conception d'autosoutenabilité. Ce système d'économie locale et circulaire rappelle le fonctionnement moyenâgeux de la ville quand le centre travaillait en collaboration avec les villages. Afin de relier les habitudes, les savoirs et les techniques d'aujourd'hui à une sagesse environnementale ancestrale, nous voulons développer la production de chaque village de la commune en s'inspirant de son identité présente ou de sa renommée passée. La ville résiliente doit être inclusive. Elle doit permettre une appropriation de la ville, de ses équipements et de ses espaces publics par ses citoyens. Il faut donc assurer le droit à la ville, selon le concept d'Henri Lefebvre. Ce droit à la ville peut se réaliser grâce à des programmes qui vont aider la population à exprimer son talent, développer ses initiatives et sa créativité. L'autogestion serait une fois de plus l'aboutissement de ce droit. Elle serait un moyen de résister à la gentrification, de lutter contre la dualité socio-économique, les inégalités sociales et l'agisme. Il permet la ville mixte, accessible et inclusive. Cette notion de droit à la ville doit s'inscrire dans la politique de la ville et les prises de décision. Ce concept doit donc être accompagné d'une nouvelle gouvernance citoyenne afin d'assurer le développement des initiatives. Le rôle des citoyens devient alors exponentiel jusqu'à devenir une vraie ville pilote en matière de démocratie participative. Il est temps de conclure le parti. C'est en répondant à tous ces enjeux de résilience et de reliance, sur base de synergie entre citoyens et d'une collaboration entre innovation et tradition, que Mons développera son identité, une personnalité forte et unique, et que le territoire pourra fonctionner en symbiose en étant attractif et compétitif.